de minutes par table ronde, composée donc de la façon suivante. En gros, 10-15 minutes de parole, de réflexion de la personne qui va communiquer, puis après un dialogue avec cette personne, dialogue d'abord composé par, j'allais dire, le carré des trois autres intervenants et de Gilberto, Suzette et moi-même, et puis en élargissant bien sûr à tout le groupe. On peut même dire élargissons à tout le groupe. Alors, Bruno, merci beaucoup d'ouvrir la session. Vous connaissez Bruno Zorzal, c'est à la fois un artiste et un chercheur. Il est docteur en esthétique, philosophie et histoire des arts de l'université Paris 8. Il est post-doctorant au programme de post-gradation en arts à l'Université fédérale Espírito Santo. Il est boursier de la Fondation des Amparo à Pesquisa et Innovation do Espírito Santo au Brésil, membre de Retina International. Il a publié un grand nombre de livres théoriques et là, il vient de publier un livre d'artiste. Il a publié aussi des photos, il fait beaucoup de travaux qui vont dans cette direction-là, à savoir des expositions comme récemment à New York, en Europe, et puis là en ce moment en Amérique latine. Ces livres sont Les photos, un matériau pour la photographie, une esthétique de l'exploitation photographique des photos et d'autres livres encore. Bruno, vas-y, la parole est à toi. Comment vois-tu, à partir de qui tu es, cette problématique, complexité, perplexité? Bon, merci François. Je voudrais vous remercier, vous trois, François Soulage, Suzette Venturelli, Gilberto Prado, d'ailleurs pour avoir mis en place ces colloques encore un an. Je crois que c'est la deuxième fois que je participe. C'est un grand plaisir de voir les choses que vous faites au long des années. Euh, et Bon, merci. Voilà, c'est bien de vous voir tous et toutes ici. Ce que je vais faire, c'est de parler autour d'une expérience, euh, d'une approche artistique que je fais en ce moment d'un événement historique qui s'appelle la bataille du Cricaré. Ce serait comme la bataille du Cricaré. Cricaré, c'est un fleuve ici, au nord de Espírito Santo, la région où j'habite au Brésil. Et je viens de rentrer après 15 jours d'immersion, un voyage d'immersion dans cette loi, dans ces lieux où il y a eu lieu cette bataille. Et voyage d'immersion que j'ai appelé résidence d'artiste. C'est dans le domaine du cinéma, en fait, ces projets. L'intention, c'est de faire un film, c'est faire une œuvre, qu'il y aura la forme finale d'un film. Et donc, quelque chose déjà de nouveau pour moi, hein, qui travaille surtout sur l'image fixe, l'image de la photographie, avec bien sûr, des expériences plastiques et artistiques faites avec des œuvres, des images en mouvement aussi. Mais mon point de départ, ça a été toujours jusque-là, la photographie. Et donc, il y a comme base de ce projet un événement historique. Pas exactement une sensation ou
en étincelle du monde du sensible qui me fait bouger et créer, mais un événement historique. D'ailleurs, cet événement historique a eu lieu il y a presque 5 siècles, en 1550 à peu près, où les indigènes du territoire euh, arrivaient à avoir des victoires sur l'occupation, sur les colonisateurs portugais qui étaient ici en train de bâtir, en train de cultiver de la canne du sucre pour la production du sucre et pour l'exportation en Europe dans ces territoires. Où vous êtes arrivé, il y avait, je sais pas, 20 ans, les Portugais. Donc, avec une série de victoires des indigènes qui empêchaient le développement de ces fermes portugaises, la couronne décide d'envoyer 200 hommes euh, partagés en 6 bateaux, caravelas, pour non pas pour dialoguer, mais pour exterminer l'ennemi. L'ennemi, c'était ces indigènes qui occupaient c'était cette côte brésilienne qui fait à peu près 300 kilomètres. Au cours à la fin de cette bataille, qui d'ailleurs a servi de point de départ pour une vraie guerre qui a duré plus de 100 ans, de la couronne portugaise contre les indigènes. À la fin de cette bataille, on a eu 8000 morts parmi les indigènes. Et peut-être les choses les plus intéressantes, peut-être intenses, au moins pour moi, dans la lecture que je fais en ce moment, à partir de lecture et tout ça, c'est deux choses. La première, c'était que euh, à malgré le fait on a eu 8000 morts parmi les indigènes, ça a été la première victoire indigène contre la couronne parce que au cours de la première bataille, le premier jour, premier investissement de cette bataille, les indigènes ont réussi à tuer le responsable ou l'irresponsable de la bataille, qui c'était le fils du gouverneur général du Brésil. À cette période-là, c'était Fernão de Sá, le fils de Mãe de Sá, qui c'était ce gouverneur euh, de la colonie euh, du Brésil. Et donc, ça amène au deuxième point super intéressant, à mon avis, c'est que on a comme euh, un des éléments fondateurs d'un pays, d'une nation ou même d'un continent. Si on élargit cette expérience et on essaye, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on essaye une portée universelle de cette expérience locale. C'est un peu l'histoire de tous les continents qui s'est construit à partir d'un massacre. Donc, deux, les points initiaux qui m'ont appelé tout de suite l'attention. Au fond de cette aventure brésilienne, si on peut dire, ce qu'on ne comprend pas du tout encore aujourd'hui, c'est déjà en niveau de perplexité. C'est quoi un pays? C'est quoi le Brésil? Est-ce qu'on peut mettre dans la même phrase pays et Brésil? On a, j'ai l'impression d'habiter dans un grand point d'interrogation. Ces territoires nouveaux et en même temps présentent des choses extrêmement viscérales et profondes, d'une beauté inénarrable et en même temps d'une violence profonde. Donc on a cet aspect d'avoir comme expérience au péché euh, initial, fondateur, un massacre. Et on est fruit de ça. On vit euh, on vit à partir de ça, on vit malgré ça, malgré ce qui a eu lieu.
Et une autre chose, c'est cette victoire indigène complètement effacée des histoires, de l'histoire officielle. Et là, c'est aussi un autre aspect. Non? Alors, nourri de ces lectures et aussi de ces questionnements à partir des lectures des textes officiels qu'on fait, parce que finalement, les textes qui existent, les documents qui existent sont les documents officiels. On, c'est pas, on n'exagère pas quand on se souvient que les indigènes n'ont pas d'écriture. Donc, ils n'ont jamais produit des documents autour de ça. Donc, on ne connaît que l'histoire officielle. L'histoire, c'est officiel. L'histoire, c'est tellement, cet instrument, cet outil qu'on utilise, mais ne vient pas, n'a été pas construite, conçue euh, ici, je veux dire, au sud du monde, mais c'est quelque chose qu'on a importé. De la même manière, on a importé la poudre, canon, la mathématique, et voilà tout ça. Donc, on, autour de ce questionnement, ce qui m'intéresse vraiment, en fait, le point de départ pour les questions, c'était comment on est, malgré ce qu'on a fait, dans d'autres termes, comment on arrive à vivre sans avoir image ou sans avoir représenté tout ce qui a eu lieu à cette époque-là. Et finalement, en arrivant, bah, avec toutes ces lectures, je suis arrivé dans cet endroit qui s'appelle São Mateus, rien de plus catholique. São Mateus, c'est le nom de la ville. Et Guriri, c'est le nom du district, disons, de la petite ville où, dans la jonction de la rivière euh, Maririku avec le fleuve Cricaré, a eu lieu cette bataille. Donc, en arrivant là-bas, avec toutes ces lectures, avec toutes les images que j'ai construites, images mentales de ce il y a eu lieu il y a 500 ans, des images extrêmement excitantes, ces images mentales, euh, avec beaucoup de trous, de vide, de silence, pour nous souvenir ce que Fred Forrest et François Soulages ont beaucoup discuté il y a une quinzaine de minutes. Euh, mais avec des images euh, très inspirantes, celles que j'ai construites à partir de lectures. Mais en y arrivant, j'avais aucun indice qui correspondait dans la réalité ces images que j'avais construites en tête. Donc, c'était comme si j'avais lu sur quelque chose qui n'a jamais eu lieu, ou au moins non pas dans ces territoires. Et après, finalement, disons, ces niveaux de perplexité, j'étais un peu plus confortable avec cette perplexité, cette complexité, quand je me suis rendu compte que ces événements ont eu lieu il y a 5 siècles. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a le temps et l'espace qui se mélangent beaucoup. Et en lisant, en lisant sur des événements d'il y a 5 siècles, parfois, je pensais ou j'avais les sensations d'une perte de repère qui m'amenait à aujourd'hui. Donc, je voulais voir, c'était vraiment un désir, je voulais voir des signes, des indices, de, des traces de ce qu'il y a eu lieu. C'était impossible. C'était impossible de filmer, euh, euh, de filmer le passé.
C'est un principe donné, très peut-être troublant, euh, quand on s'aperçoit, parce qu'on s'aperçoit toujours qu'on ne peut pas photographier ce qu'on ne voit pas ou ce qu'il n'y a pas visible, de moins. Donc, impossibilité de faire image, mais en même temps, besoin de faire image parce que ça a été un peu le pourquoi de quitter ma maison et aller faire cette immersion au nord. Et, euh, et après, autour de l'image manquante, disons, non, pour souvenir du titre de Hichi Pan sur le Khmer Rouge et des expériences d'extermination aussi au Cambodge. Euh, en faisant le parallèle avec notre époque où on a des images de tout, et on en a beaucoup d'images de chaque chose. Donc, c'est pas voir, c'est quoi voilà, me placer entre ne pas avoir l'image de la chose et cette sensation de ne pas avoir la chose. Euh, et donc, ma réflexion initiale, c'est s'il manquait vraiment une image de la bataille. Mais pourquoi faire image de la bataille? Peut-être pour, encore une fois, vous rejoindre, François et Fred Forrest, dans le dialogue, peut-être que en ayant l'image de la chose, euh, à part cette petite satisfaction de voir ce qu'on imagine, peut-être que serait le moyen, faire image de la chose comme moyen de, non pas exactement faire la chose, mais pouvoir se poser beaucoup de questions et pouvoir se construire aussi autour de cette chose qu'on représente ou on essaye de représenter. Euh, mais encore une fois, c'était impossible de faire image en ayant la chose en face de moi pour voilà, illuminer, euh, pour être sensible, pour être saisissable par l'image technique. Euh, Mais là, il y a eu un changement disons, d'approche. Je, je commençais à non pas penser à la dimension visuelle de la bataille, mais à la dimension, disons, sensible. Et donc penser non pas à l'image de la bataille qui a eu lieu il y a 500 ans, mais aux enjeux de cette bataille. Parce que si on est une société qui s'est construite aussi à partir de ces expériences, elles sont peut-être saisissables, présentes dans même le petit geste du quotidien. Là-bas, à part le fait d'avoir beaucoup des manifestations culturelles, surtout des populations noires qui sont arrivées à partir de 1700, 1000 oui, 1600, fin 1600, euh, où on voit beaucoup voilà, l'ère très culturelle et tout ça. On n'en a pas beaucoup des indigènes non plus. Parce que si on part du principe que c'était un territoire indigène, on avait 100% de présence indigène. Là, on est sur le 0,6, donc 1000 personnes en 150 000, si je ne me trompe pas. Et on n'a pas vraiment de manifestations culturelles parce qu'on n'a pas de communauté avec une importante présence indigène. Donc, comment voir dans le quotidien les enjeux cette expérience terrible du massacre si on n'en a pas si on n'a pas la présence disons, de l'autre côté, des victimes, disons, des indigènes. Donc, on n'a pas l'image, on n'a pas des petits gestes ou pratiques quotidiennes
qui renvoie vraiment à une existence indigène. Euh, mais on voit aussi on sait aussi que la réalité, elle n'est pas tellement maîtrisable ou elle n'est pas du tout maîtrisable. Et en plus, quand on raconte quand on se concentre sur des expériences faites au long des siècles, c'est encore plus compliqué ou complexe. Et, euh, on sait aussi que les indigènes, ils n'ont pas exactement disparu, même après le- toute cette violence extrême, mais ils se sont, ceux ont survécu, ils se sont mélangés avec d'autres populations, ils se sont mélangés avec d'autres populations euh, euh, d'étrangers, disons, qui sont arrivés aussi au Brésil. Donc, ils sont mélangés avec ils ont construit des communautés avec des Noirs mis en esclavage, qui ont fait aussi, eux, des communautés qui s'appellent quilombos. Et on dit qu'il y a eu dans la région des quilombos fait autant par les populations noires que par les populations euh, indigènes. Ils sont mélangés dans ces communautés. Donc, encore une fois, pour ne pas beaucoup euh, prendre beaucoup de temps, Mon cher euh, Bruno, l'heure oui, est quasiment passée, hein. Et là, très il va bien, pas y avoir de questions, donc très faut bien. que tu Bon, conclues là sur cette complexité et cette une perplexité. oui, une dernière question que je me posais. Si on vit toutes si on vit encore aujourd'hui l'expérience fondatrice qui c'était euh, le massacre, on voit, euh, il y a moyen de voir dans le quotidien des reflets, disons, de tout ça. Donc, la question que je me pose, c'est si je peux filmer n'importe quoi et à l'aide des textes, de frictionner ces images que j'ai fait avec d'autres images, si on peut encore représenter tout ça qui a eu lieu. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Bruno. Euh, Là, on a un problème de temps. Est-ce que il faut mieux parler 10 minutes? Là, ça fait 20 minutes et le temps a été mangé. Mais c'est pas grave si on passe au prochain, François. Excusez-moi de C'est vrai? m'avoir allongé. C'est vrai. Ouais, bien Alors, sûr, bien sûr. tu reprendras la parole dans la discussion avec C'est pas les autres. grave. Ouais. Merci pour ta souplesse, mais je vous conseille les autres de parler moins longtemps pour que ce soit vraiment plus interactif. Zoé Forger, donc, est diplômée en photographie de l'ENS Louis Lumière, docteur en esthétique, sciences et technologies des arts, chargée de cours à l'Université Paris 8, membre de Hey, Modern Art et Pop Culture. Elle travaille beaucoup, elle a publié des livres et elle est artiste et elle travaille sur les artistes phares des mouvements artistiques contemporains. Merci beaucoup Zoé d'être parmi nous, d'avoir consacré du temps à cette rencontre. Allez-y, si l'on pouvait avoir, parce qu'on ne voit que votre silhouette. euh, Ouais, je suis désolée, c'est les mauvais côtés des petits appartements parisiens sous bon, les toits quand c'est la pas grave. température monte. Voilà. Oui, c'est pas grave. En tout cas, Euh, merci Zoé. Euh, Parlez plutôt 10 minutes pour qu'on puisse discuter un petit peu plus. Voilà. Bah, a Allez. priori, je suis plutôt dans les temps. Merci à vous et tout le monde pour cet événement et cette invitation. Merci aussi Bruno pour ton intervention. Effectivement, on n'a pas le temps de discuter précisément sur ça, mais c'est voilà, des sujets qui enfin, un sujet et des réflexions qui m'a beaucoup intéressée. Alors donc, pour cette intervention, j'ai souhaité faire une proposition. Je me suis un petit peu amusée à titrer le sourcil levé de l'art et celui froncé du savoir. Et j'espère que derrière un petit peu ce jeu de mots, je pourrais apporter une modeste proposition sur la question de complexité et perplexité.
Effectivement, comme vous le disiez, Monsieur Soulage, votre dialogue avec Fred Forrest a effectivement beaucoup résonné avec ce que je vais essayer de vous partager. Donc, pour ça, j'ai souhaité partir de 2 événements, de l'histoire de l'art, en l'occurrence occidentale du XXe siècle. Le premier, ça concerne un mouvement artistique qui prend naissance aux États-Unis, en Californie, à la fin des années 70. Ses racines émergent d'un mélange de plusieurs modes qui se positionnent à l'époque dans la contre-culture américaine. Donc, c'est-à-dire l'univers du skate, du surf, du biker, mais aussi et surtout l'univers visuel de la culture populaire et médiatique de l'époque. Le cinéma, la science-fiction, le punk, les cartoons, la bande dessinée. Donc de toutes ces influences qui, évidemment à l'époque, ne sont absolument pas, apparentées à l'art, va naître une nouvelle école picturale, exclusivement figurative et très narrative, qui convoque dans l'espace du tableau des références qui étaient jusque-là honnies, voire impensées, dans l'espace de l'art contemporain. Donc cette époque n'a pas spécifiquement de manifeste, mais plusieurs artistes américains vont se rassembler et se retrouver dans cet univers et surtout dans une position qui, à l'époque, refuse l'élitisme. Donc l'artiste américain Robert Williams, qui est considéré comme l'instigateur du mouvement, va appeler ce dernier, donc en anglais, low brow. La traduction littérale, c'est sourcil bas, et la traduction idiomatique en français, c'est la signification de bas du front. Robert Williams souhaite ainsi devancer ou déjà témoigner des sourcils levés du grand art et des critiques face à ce nouveau répertoire qui ne manque pas de provoquer une profonde perplexité à l'époque face à ce qui est jugé trop littéral et donc en manque de complexité. C'est donc dans le choix de cette appellation la revendication à la fois d'une rupture et d'une imagerie, puisque l'époque est, et rappelons-le, beaucoup au conceptuel, au minimalisme, et c'est-à-dire un agencement des formes qui est totalement aux antipodes pardon, de ce que fait le Lobro, puisque lui a tendance à remplir le cadre donné de manière forcenée. Ce mouvement va encourager bientôt une seconde révolution figurative, appelée pop-surréalisme, qui va exploser dans les années 90, toujours aux États-Unis. Et ces deux écoles sont à ce jour parmi les plus présentes sur la scène artistique contemporaine figurative, avec des affiliations qu'on retrouve à l'international. Donc, elles ont été relativement vite reconnues aux États-Unis, avec une partie du marché de l'art et certains critiques qui vont soutenir cette nouvelle école, mais ce n'est pas le cas en Europe et notamment en France, particulièrement où les beaux-arts ont longtemps résisté à admettre que ces sujets sont dignes d'un vrai art. Et ce n'est par exemple qu'en 2014 qu'on aura en institution la présentation de toile originale de Mark Cryden, qui est considéré vraiment comme le père, la star, le chantre du pop surréalisme, donc présenté dans une institution, en l'occurrence à Paris. Si je refais un petit retour en arrière chronologique, en 1945, Jean Dubuffet constitue une collection d'objets créés par des pensionnaires d'hôpitaux psychiatriques, des détenus, des personnes marginales. Il va alors présenter au monde savant le concept de l'art brut. Pour rappeler rapidement, il s'agit d'œuvres réalisées par des créatrices, des créateurs autodidactes qui créent sans se préoccuper de la critique ni du public, ni du regard d'autrui, et sans besoin de reconnaissance ni d'approbation. Ce sont des univers conçus à leur propre usage. Je vous rappelle rapidement une des définitions, enfin, la définition centrale de l'art brut par Jean Dubuffet, je le cite: nous entendons par art brut des ouvrages exécutés par des personnes indemnes de culture artistique, dans lesquels donc le mimétisme, contrairement à ce qui se passe chez les intellectuels, est peu ou pas de part, de sorte que leurs auteurs y tirent tout de leur propre fond et non pas des poncifs de l'art classique ou de l'art à la mode. Nous assistons à l'opération artistique toute pure, brute, réinventée dans l'entier de toutes ses phases par son auteur, à partir seulement de ses propres impulsions. Donc nous savons qu'à l'époque, aucun des noms associés ne se revendique d'une quelconque forme d'art, encore moins d'une école. Et c'est donc un concept, un art de penseur finalement, avec, si vous me voyez, le sourcil froncé de l'effort et de la quête de verbaliser une chose qui ne le demande pas, et de légitimer un geste qui justement pose son postulat en dehors de ce besoin. Donc l'art brut va ensuite devenir une notion élastique qui va s'étendre sur plusieurs décennies jusqu'à aujourd'hui, avec une situation qui est paradoxale et assez antinomique, puisqu'on peut voir des artistes actuels
qui se revendiquent eux-mêmes de l'art brut, alors que c'est un contresens à la fois historique et dans le principe même de l'essence de l'art brut. Donc j'ai souhaité revenir rapidement sur ces deux événements, car malgré les différences d'époque, de territoire, de démarche et de répertoire visuel, il me semble qu'ils se rejoignent justement dans l'articulation entre complexité et perplexité via la convocation des relations entre art et théorie. Dans le cas de l'art brut comme du lowbrow art, l'impulsion à créer a été préexistante à une formulation dogmatique et la théorisation est ensuite intervenue comme une espèce de passage obligé pour légitimer l'objet. Formuler, mettre en place, rendre lisible et donc légitime, euh, c'est fait pour le lowbrow de l'intérieur, puisque c'est les artistes eux-mêmes et très vite une galerie de Seattle qui ont donc construit ce discours théorique. Le mouvement de théorisation est quant à lui venu de l'extérieur pour l'art brut, en forçant la conceptualisation pour donner une valeur artistique et historique. Donc dans les deux cas, nous avons une situation de perplexité qui se joue entre deux instances, deux mondes, celui qui fait et celui qui écrit, celui qui fabrique et celui qui pense. Et l'incertitude de ce qu'il faut penser face à ces deux objets a appelé le besoin de complexifier la chose. Alors, en revendiquant dans son appellation une anti-complexité, le lowbrow a créé finalement sa propre complexité endogène au titre de la modernité et de ses ruptures, en se démarquant d'un schéma traditionnel pour contrer la perplexité de l'institutionnel face aux velléités artistiques du populaire de masse. L'absence apparente de complexité des référents du lowbrow a occulté la grande maîtrise technique et artistique au sens du savoir-faire des artistes de ce mouvement. Parce que donc à l'époque, peindre des Mickey Mouse, des super-héros, des boîtes de céréales et des monstres interdisait d'y voir un agencement, que ce soit celui d'un tumulte interne ou l'expression intime ou une vision du monde. Et pourtant, l'iconographie du lowbrow et du pop-surréalisme présente une mythologie actuelle née des médias et de la consommation capitaliste. Elle a créé de fait des nouveaux référents classiques du contemporain. Et en vérité, le lowbrow établit une critique de son époque, opérant un renversement de l'ordre des choses dans un esprit carnavalesque, où la figure de l'imbécile devient héroïque, le laid devient sublime. Rétrospectivement, cette mythologie contemporaine, elle possède en outre des préoccupations communes avec, par exemple, la réflexion sur la panoplie des objets que menait Baudrillard à la même époque. De l'autre côté, quand Dubuffet conceptualise l'art brut, il va convoquer la perplexité face à l'un de ses objets ultimes, à savoir la folie, qui est par nature hors du sens. Il met en place une complexité savante afin d'inscrire des productions qui étaient à l'origine autonomes et qui ne sont pour la plupart pas pensées comme des marches, dans une durée qui est celle de la légitimité de l'histoire de l'art. Donc ces deux exemples interrogent, à mon sens, posent la question, la complexité est-elle gage de valeur? Et dans ces relations intervient, je crois, la question du temps à travers deux dimensions. La première étant la temporalité du contexte, soit le temps de l'immédiat, et la seconde étant la temporalité de la durée, soit celle du regard rétrospectif. Dans les deux exemples proposés, une perplexité est née face à l'absence d'une complexité théorisée innée. Cette perplexité a été le moteur d'une théorisation. Or, le temps long nous dévoile une autre complexité qui n'est pas forcément celle de la théorisation contextuelle, mais quelque chose au final de beaucoup plus large, finalement plus ample que le seul lien entre théorie et art. En d'autres termes, on pourrait dire que le temps rétrospectif acte d'une dilution de la perplexité pour une confirmation d'une complexité dans le temps long. Alors la seconde question qui m'est apparue est, finalement, la complexité d'une œuvre est-elle forcément celle de son discours? Et le dialogue entre François Soulage et Fred Forrest a pu nourrir ça. En tant que production de son temps, une œuvre est porteuse des problématiques qui animent son environnement. Le regard rétrospectif nous l'apprend, et le lowbrow et le surréalisme pop n'ont pas complexifié leur répertoire, mais ils sont pourtant devenus une pierre angulaire de l'art contemporain. C'est leur répertoire qui s'est imposé comme l'un des interlocuteurs majeurs de la contemporanéité. Le travail du théoricien américain de l'image William John Thomas Mitchell a bien démontré l'évolution et la nécessaire réflexion sur les partages esthétiques traditionnels et l'impact sur les frontières politiques qu'ils signifient. Et en créant les Visual Studies, Mitchell a démontré l'obsolescence de l'opposition classique entre ce qu'il a lui-même appelé comme des images nobles et, je cite, des images bâtardes.
Il propose en contrepoint un monisme iconologique et à la survivance des images pensées par Aby Warburg, il ajoute la couche supplémentaire du jeu et des usages des médias dans la réflexion sur l'importance et l'impact des images, cette fois-ci toutes les images, dans nos allures de vie. Et de fait, c'est le temps dans la durée qui a révélé et imposé toute la complexité des figures du Lobreau. À l'inverse, la forte théorisation opérée par Dubuffet a en quelque sorte vidé l'art brut de sa capacité à évoluer et à prendre corps dans le temps. L'art brut est au contemporain devenu un label, parfois une appellation purement formelle et en cela, au final, l'exact opposé de ce qu'il était au départ. Finalement, Dubuffet a réussi à encapsuler des œuvres dans un statut, une forme de marque déposée, et c'est une étiquette qui est nécessairement vide de nouvelles contributions. Donc pour terminer, je dirais que c'est ici une autre complexité qui est discutée, non pas celle de l'épaisseur des signifiants, mais plutôt l'outillage de ces signes. Et il semblerait ici que si jamais la complexité se dilue dans la durée, la perplexité a quant à elle permis de poser l'événement. Elle a marqué un temps. Et l'ouverture à l'incertitude qu'elle a donc permis est devenue un moteur bien plus créatif que la complexité lorsque celle-ci est attendue comme seul gage de validation. Voilà, je pense que c'est bon au niveau du temps. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Corée. Alors, c'est le temps qui complexifie pour vous? C'est le temps qui révèle la complexité, une autre Qui, forme de complexité, je qui dirais. révèle la complexité. Ouais, une autre forme de complexité qui n'était pas, enfin, juste à l'échelle de ces deux exemples, hein, qui n'était Oui. pas forcément la complexité attendue par l'académisme ou les attentes du marché de l'art, en fait, une forme de dogmatisme. Je comprends. Qui veut poser une question? Bruno, peut-être, puisqu'on t'a privé, mon cher Bruno, de dialogue. Non, pas exactement de question, mais c'est vraiment passionnant de voir qui, dans des gestes, d'ailleurs sans aucun sens, au moins n'est pas maîtrisé au préalable, on voit des univers entiers qui apparaissent, et avec cet univers qui c'est celui d'ailleurs, ceux qui ont dit qu'ils sont des folles. On voit un tas de perplexités possibles chez les regardeurs de l'autre côté. Je peux que rejoindre ce très beau commentaire. Merci Bruno. Démosthène, veux-tu réagir? Alors, comme je veux parler après, Oui. je, j'hésite, mais je reviens un petit peu à notre ami Bruno, dire, voilà, il y avait la même histoire en Afrique du Sud avec la victoire des Zoulous contre les Anglais. Une fois que les Zoulous ont gagné la... Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire un film en fiction avec tous les éléments de film presque de Hollywood pour montrer que les gens d'Afrique du Sud étaient capables de voir une victoire, d'avoir des chefs, d'avoir de très belles femmes autour de lui, qu'il avait une stratégie, etc. Alors, si je pourrais dire quelque chose, faites un film de fiction, cher ami. Veux-tu Merci. réagir, Bruno? Je veux juste que te remercier. Après, si jamais tu te souviens le titre de ces films, c'est pas exactement pour m'inspirer positivement, mais pour m'inspirer négativement, disons. Ce qu'il faut éviter. Parce que peut-être que telle que l'histoire n'a pas eu vraiment une utilité, bah, ça n'a pas vraiment été un utile pour raconter des histoires non pas visibles à l'histoire. Peut-être que Hollywood, c'est pas exactement le bon outil pour filmer. La manière hollywoodienne, c'est pas exactement l'outil euh, pour filmer. C'est que peut-être on peut pas, on peut pas plaquer Hollywood sur tout ce qu'on voit. Peut-être que c'est pas exactement le mode. En tout cas, merci pour
le commentaire. Gabriel, veux-tu dire quelque chose sur ce qu'a dit Zoé? Oui, 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 tout à fait. En fait, je vais faire une remarque de béotien, mais j'ai été conduit à aller 2 fois de suite, d'une manière assez rapprochée, au musée d'art moderne du Centre Pompidou. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'au 5e étage, oui, c'est ça. Alors, c'est l'art moderne du XXe siècle, disons. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses extraordinaires. Et on descend en dessous, et c'est l'art contemporain. Et là, on tombe dans la perplexité, quoi. On tombe dans la perplexité parce que on comprend rien. Et il y a juste la salle où il y a ce qu'on appelle l'art brut, hein. Alors bon, je rentre pas dans les détails, hein, enfin, ce qu'on peut appeler l'art brut, c'est-à-dire l'art brut vraiment contemporain. Là, il y a vraiment de l'émotion, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Et après, on se promène dans des espèces de concepts. Enfin bon, on comprend. Et il n'y a personne, hein. Autant au 4e étage, au 5e étage, il y a beaucoup de monde, c'est formidable. Autant dans l'art contemporain, il n'y a personne. Sauf, enfin, j'exagère un petit peu, mais on voit un petit peu de monde là autour de ces œuvres d'art brut, hein. Ça peut être aussi bien des malades pris en charge, des malades mentaux pris en charge là, dans des institutions extraordinaires. Enfin voilà, c'est à ça que ça m'a fait penser, votre intervention. Zoé, Merci. C'est dans le cheminement ou l'architecture que vous décrivez, c'est voilà, la simple expression d'art brut contemporain est une grande source de perplexité pour moi, mais je peux vraiment voir que c'est quelque chose qui continue à être travaillé au contemporain, cette famille de l'art brut et le fait de ce sentiment d'appartenance à l'art brut. Voilà, enfin, on pourrait discuter longtemps et peut-être qu'on n'arriverait pas à des vues similaires et ce ne serait pas l'enjeu. Mais je crois vraiment que l'art brut, enfin, l'expression art brut contemporain est trop de perplexité, ça ne fonctionne pas. C'est techniquement pas possible. Non, mais quand je dis art brut, c'est une facilité, certainement, hein. Je veux dire Justement, de oui, l'art. voilà. Je veux dire de l'art qui n'est pas dans des écoles, quoi, qui n'est pas de l'art spontané, si vous voulez, hein, quelque chose comme ça, de Ouais, l'art tout à fait. qui ne vient pas des artistes, quoi. Oui, C'est tout à assez. fait. Je peux me permettre de vous proposer un des termes qui est plutôt en usage, qui est l'art outsider, qu'on emploie Ah voilà, oui, oui, aussi et oui, qui oui. permet, voilà, qui est une petite facilité pour justement quand il faut catégoriser ce type d'œuvre, mais au contemporain. Très bien, très bien. Merci Gilberto, pour cet échange. Gilberto, tu aurais une question à poser? Je t'entends pas, Gilberto. Je ne sais pas si tu parles d'ailleurs. Oui, je ne sais pas si tu veux Merci. prendre la Là, parole. non, François, j'accompagne tous ces dialogues, vraiment génial. Mais là, D'accord, entendu. merci. Et oui, je voulais donner la parole à Fred, mais Fred n'est pas là, Suzette n'est pas là. Écoutez, soyons... Ah si, Suzette, elle est là. Voilà. Tu veux poser une question, Suzette? Non. Pas Non. pour le moment, mais Bruno, j'ai Alors, trouvé la proposition du Bruno très intéressante, hein. Il reprend toute l'histoire. Et bon, ça m'a amené des choses que je ne connaissais pas. Et voilà. Merci. qui veut prendre la parole? Bernard? Euh, François, est-ce que je pourrais rebondir? oui, Pardon, vas-y. Je veux allez-y, bien allez-y. juste Ah, un peu sur vas-y, euh, Bernard. ça me laisse, je suis perplexe de la perplexité, quoi. C'est-à-dire que cette histoire d'art brut, je suis d'assez près les travaux d'un grand atelier, d'un grand hôpital psychiatrique dans ma région, et ce qui sans cesse renouvelle cet art-là. Mais évidemment, euh, c'est en même temps, ce que dit Zoé Forget me paraît tout à fait
pertinent. C'est vrai que ça ne fonctionne pas et en même temps, pratiquement, ça fonctionne encore. Alors, je ne sais pas si la réponse c'est la même qu'ailleurs, c'est-à-dire, moi j'ai des copains qui sont des peintres magnifiques, qui sont impressionnistes encore, comme si l'histoire de l'art, pour eux, s'était arrêtée là. Mais peut-être qu'elle s'arrête pour chacun quelque part. En tout cas, je suis en même temps d'accord avec vous complètement. Moi, ça me laisse très perplexe, mais en même temps, je suis perplexe de cette perplexité par l'expérience que je vois, moi, dans cet atelier que je suis d'assez près. Très, très bon. Écoutez, je vous propose qu'on... pardon, vous voulez rebondir, Zoé, pardon. Non, non, merci c'est une parfaite conclusion. Et la perplexité pourrait continuer à discuter très longtemps. Donc, merci beaucoup. Je vous propose qu'on soit fidèle à notre planning. Mon cher Démosthène, vas-y. Donc, Démosthène, performeur, professeur d'université, sociologue, poète, artiste et avant tout Voilà. Démosthène. Alors, je me trouve à Paris, 1 kilomètre de distance à la maison de François. Alors, c'est assez compliqué parce que je suis un grec et je me trouve à Paris parce qu'il y avait le marché de la poésie. Et voilà, c'est une situation qui est assez compliquée, mais pas une situation complexe. Alors, comment on peut définir la complexité? Pourquoi j'ai dit que c'est compliqué et pas complexe? Alors, c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait la théorie des systèmes et la cybernétique dans le domaine scientifique. C'était vraiment une période très innovatrice parce qu'il y avait beaucoup de scientifiques, beaucoup de avec les théories des systèmes et la cybernétique. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà dans la théorie des systèmes et cybernétiques, il y avait un caractère interdisciplinaire, pluridisciplinaire et transdisciplinaire à la fois. Et aussi, c'était possible d'étudier des systèmes et après de mettre des systèmes en relation. Même c'était possible de penser le terme de hybridisation. C'était possible de créer des hybrides avec les différents systèmes. Et après, c'était extraordinaire parce qu'il y avait un aspect intéressant, parce que c'était possible de faire appliquer la théorie et la pratique même de théorie des systèmes dans un niveau macro. C'était possible d'imaginer l'univers, mais aussi c'était même au niveau micro, au niveau d'une cellule. Alors, c'était vraiment une sorte de rêve des scientifiques d'avoir une sorte de théorie homogène pour tous les niveaux. Et aussi, c'était possible de le faire dans différents niveaux énergétiques aussi. Alors, c'était vraiment une sorte de période d'euphorie parce que ces théories étaient très, très efficaces, en disant, parce que vraiment, c'était très... Il y avait une force analytique extraordinaire. Et en plus, il a créé une sorte d'atmosphère que tout problème possible pourrait être traité avec la théorie des systèmes. C'était possible pour toute question presque théorique ou pratique d'utiliser toute la rhétorique des théories des systèmes pour arriver d'avoir à la fin une sorte d'approche. Alors, dans cette optique, évidemment, il y avait là la question de la complexité. Alors, la complexité, c'était l'élément, c'était une sorte de comportement qu'on pourrait attribuer dans un système. Quand le système, avec ses composantes et des relations, il y avait des relations non linéaires. Et dans ces systèmes, la prédiction était très difficile. Il n'y avait pas un contrôle central. Et il n'y avait pas une sorte de coordination généralisée. Alors, ce qu'on appelle complexité, c'est ces comportements qui viennent de ces types, soi-disant, des systèmes.
Alors, on ne peut pas... Et que c'était extraordinaire, parce que dans de différents domaines de connaissances, ils ont commencé à inventer leur propre complexité. C'est la complexité dans le domaine biologique, la complexité dans le domaine informatique. Ils ont commencé à donner des noms et définitions. Évidemment, la définition générale, c'est cette définition que j'ai essayé de donner, mais après, il y avait des adaptations au niveau de chaque domaine. Et la perplexité. Perplexité, c'est quelque chose d'autre chose, parce que quand même, dans la perplexité, il y a quelque chose plus humain, éternel, parce qu'il y a toujours la question que les gens, que l'homme ou les gens se trouvent devant l'exceptionnel, le nouveau, l'étrange, l'admirable, le terrifiant, l'unique. Et ça, dans toutes les sociétés, dans tous les moments, on peut avoir ce type de combinaison des éléments. Alors, la perplexité, c'est plutôt une condition humaine ou une condition pour l'humain. Il y a ce mélange de joie et de froid que ça permet de manière, une sorte de survie d'une personne ou d'une communauté. En même temps, c'est une source de plaisir et de jouissance, et en même temps, c'est une sorte de motivation pour la survie. Alors, le titre du colloque, c'est complexité, perplexité. Alors, il faut mettre ensemble quelque chose qui est historique, mais quelque chose qui a une tendance d'être éternel. Alors, comment on peut mettre les deux choses ensemble? Ou il y a quelque chose qui est une sorte d'harmonie automatique, ou c'est plus difficile, ou il y a des convergences, des divergences, ou il y aura beaucoup de frictions. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble entre la complexité et la perplexité. Alors, si on essaie de mettre les deux choses ensemble, j'imagine c'est l'objectif de ce colloque, qu'est-ce que ça pourrait donner? Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Alors, je vous présente 3-4 idées. Si on met les choses ensemble, les choses, la complexité et la perplexité. Alors, première question. Est-ce qu'il faut inventer une complexité spécialisée pour l'art et la pensée? Parce que dans d'autres domaines scientifiques, la complexité se trouve élaborée d'une autre manière pour s'adapter au domaine dans lequel elle est appliquée. Est-ce qu'on parle de complexité dans l'art? Comment on parle? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on est obligé de parler? Et on imagine que l'art doit faire une sorte de résistance contre la complexité. Deuxième question, c'est si on imagine que c'est possible d'utiliser les mots complexité dans le domaine artistique ou dans le domaine des pensées, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une sorte de division internationale de la complexité et de la perplexité? Est-ce que, de manière assez simple, est-ce que ces binômes complexité-perplexité, ça sera le même au Brésil, en Chine, en France ou en Grèce? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une sorte de division internationale en disant, voilà, il y a les gens qui sont sous la pression des complexités ou sous la pression de perplexité? Et aussi, est-ce que c'est possible, par exemple, d'utiliser ce type d'analyse pour comprendre ce qu'on appelle la crise de l'art? Parce qu'il y a beaucoup de discussions si aujourd'hui il y a une crise de l'art et où il y avait une crise de l'art qui a déjà commencé. Et évidemment, il y a des gens qui disent oui, la crise de l'art a commencé dans les années 60. Et maintenant, si on voit on dit quoi? Par exemple, parce que comme on a dit, si l'art est complexe, ça signifie c'est imprévisible
il y a une autorégulation de l'art, il y a une auto-organisation de l'art, pour appliquer les mots complexité. Maintenant, c'est la question, est-ce que l'art garde encore une autonomie? Dire ça d'une autre manière, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui décident pour l'art? Par exemple, on voit maintenant ce qu'on appelle l'idéologie de l'art contemporain, c'est que l'art, c'est un élément dans un développement économique. Les gens qui décident pour l'art, ils demandent toujours d'avoir une sorte d'impact économique. Alors, la fameuse autonomie, la fameuse question de non-linéarité de l'art se trouve où? Alors, voilà une petite application de cette approche de complexité et de perplexité. Et je crois que si il y a une question de, si on utilise les mots de complexité dans le domaine artistique, peut-être il faut inventer une autre version. Et aussi, il y a une sorte de statistique qui, autour de l'utilisation du mot complexité au XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Apparemment, c'était un mot qui était très populaire au XIXe siècle. Alors, c'est intéressant pour voir si on utilise encore une fois aujourd'hui. Alors, si on utilise les mots, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je vous parle de Paris dans une situation compliquée, mais pas complexe. Merci bien. Merci, Démosthène. Et est-ce que tu pourrais faire une comparaison entre la réflexion d'aujourd'hui sur complexité et perplexité et la réflexion d'hier, c'est-à-dire le mois dernier dans le colloque de Malte, hésitation et création? Et le livre là va être présenté après-demain à l'ambassade de Malte à Paris. Est-ce que pour toi, la perplexité, ça provoque l'embarras, l'hésitation, quasiment la suspension de l'action? Non, 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 non. Même, vous connaissez, il y a une théorie qui dit, c'était quoi les savoirs grecs anciens? Il y a des gens, c'est le philosophe Olof Gigon qui disait, le savoir grec provient de perplexité. Chaque fois qu'il y avait un paradoxe, les Grecs ont commencé à poser des questions. Et tous les savoirs, selon Olof Gigon, c'était construit autour de ça. Il fallait avoir un phénomène non naturel, bizarre, étrange. Et ça, c'était le début d'un savoir. Alors, dans mon approche, dans mon manière de comprendre les choses, perplexité, c'est un élément, c'est ce mélange d'effroi et de joie qui fait qu'il y a une sorte une situation de pro-peur. Parce que la peur aussi, c'est très important pour la survie de l'homme. S'il n'y a pas de peur, on ne sait pas qu'est-ce qui pourrait passer. Alors, je considère que la perplexité, c'est vraiment un élément extraordinaire, mais très ambigu, très contradictoire, parce qu'il a dedans tout, à la fois l'excitation et l'autre côté, c'est vraiment l'étonnement. Voilà. C'est pas la paralysie, c'est sûr, dans mon manière de penser. Qui veut poser une question? Qui veut poser une question? Allez-y. Suzette et Gilberto, peut-être? Léon et Gilles? Alors, ce qui est intéressant dans ta manière de présenter les choses, c'est que tu restitues bien tout le background scientifique et épistémologique de la chose sur le système, sur la complexité. Alors, est-ce que tu aurais tendance à penser que c'est une notion qui a été mise en œuvre relativement récemment, il y a un siècle peut-être, ou est-ce qu'on pourrait dire qu'on pouvait parler de complexité, puisque tu connais bien l'Antiquité grecque, il y a 2500 ans en Grèce? Alors,
qu'est-ce qu'on regarde dans la vie quotidienne? Un homme politique ou une femme politique ou les gens qui sont à la télévision ou à la presse, qui veulent parler de quelque chose, ils ont tendance à dire, ah oui, la question est complexe, la situation est complexe. Il y a ils utilisent ça, une rhétorique vide, à mon avis. Et Pourquoi vide? parce que dire que quelque chose est complexe, c'est pas simple. Il y a des critères quand même. Il y a une élaboration pour dire que quelque chose est complexe. Si on parle de manière, soi-disant, journalistique, on peut dire tout. Tout est complexe. Même le fait que, comme j'expliquais, je suis à Paris, je suis grec, je parle comme ça. Oui, c'est compliqué. Il y a des phénomènes compliqués, mais pas tous les phénomènes sont complexes. Alors, il faut être assez cohérent. Il faut. Je comprends. Tu distingues Alors, compliqué et complexité, il y a complexité des choses et différentes. complication. Il faut distinguer parce qu'il faut mettre ça et dire, voilà, avec ce type de terminologie, peut-être on n'est pas d'accord à tous les niveaux, mais quand même, il faut avoir quelques références. Comment on va discuter? Alors, c'est pour ça que je disais que il faut discuter toutes ces questions et dire, voilà, comment la question de complexité est formulée, élaborée dans certains domaines, par exemple, dans le domaine artistique. Est-ce que vraiment c'est obligatoire d'avoir ce type de concept ou non? Et si on a dit que c'est nécessaire, quel type de... Est-ce que c'est la même complexité qu'on trouve dans le système biologique, par exemple? Je comprends. Alors, si c'est pas... alors, c'est une question de... si on veut faire une discussion qui tient compte le fait qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dans leur travail scientifique avec ces termes, où on veut ignorer ça. On est libre d'ignorer tout. Mais l'autre côté, si on veut enrichir nos approches, il faut voir comment les autres traitent la question. Je comprends. Suzette voulait prendre la parole. Oui, merci. Laurence, je pense qu'Edgar Morin, il a mené déjà, il a introduit la complexité aussi à partir de la technologie. Donc, comment tu vois cette situation de l'intelligence artificielle dans le domaine artistique par rapport à la complexité? Je voulais t'entendre un peu sur ça. Vas-y. C'est la question pour moi ou pour Oui, pour Laurent? toi, pour toi. Ah, pour moi. Ah, tu Non, parce posais que, la question à qui, Suzette? j'ai compris qu'elle s'intéressait. Non, sur, Alors, à propos de la complexité, c'est pour Laurence. alors, C'est Non, mais parce que qui c'est est marqué Laurence? Laurence. oui, c'est un thème Ah, c'est assez... Ah, Laurence d'accord. ici. Ah, d'accord. Ah oui, c'est parce que tout le monde croit que tu es Madame Laurence. Ah, C'est vrai que voilà, Excuse-moi. parfait, c'est la parfait. Ah, ben, c'est complexité. magnifique, c'est magnifique. Parce que je suis ici hébergé par une amie éditrice qui s'appelle Laurence San Antonio. Elle a des maisons d'édition et je profite d'être à Paris. Oh, ben, c'est extraordinaire. Maintenant, ça devient complexe. Maintenant, ça devient complexe parce qu'il y a une sorte d'auto-organisation interne. OK. Alors, Laurence, peux-tu nous Alors, expliquer? excusez-moi. Alors, évidemment, cette question, c'est compliqué, ouverte. C'est quoi les systèmes qui viennent, les systèmes d'intelligence artificielle et les systèmes artistiques, comme les deux systèmes, si on utilise cette terminologie, est-ce que les deux systèmes, bon, évidemment, il y a beaucoup de frictions entre les deux. Récemment, j'ai écrit un article autour de ça. Alors, je peux dire vraiment deux, trois phrases d'une manière un peu arbitraire, parce que c'est ça qu'on appelle, dans l'intelligence artificielle, il y a une hypothèse que tout est calculable et tout est numérique et tout est manipulable à travers une certaine logique 0-1. Ça, c'est une hypothèse
de base pour l'intelligence artificielle. Mais la question est-ce que toutes les choses obéissent cet axiome? La réponse est non. Parce qu'il y a les émotions, il y a les rêves, il y a les tensions, il y a les colères, il y a des choses comme ça, et il y a des conflits sociaux qui ne sont pas calculables, ne sont pas prêts à être s'exprimer en numérique. Alors, si avec ce type, on voit qu'entre alors, et le travail artistique, si quelqu'un il veut utiliser l'intelligence artificielle, c'est d'avoir la capacité de mettre des questions et de mettre à l'épreuve cette capacité, ces potentiels qu'on trouve dans l'intelligence artificielle. Alors, si un artiste veut faire quelque chose, ce n'est pas seulement d'utiliser comme un outil, mais avoir la capacité, à travers de son travail, de poser des questions qui sont à la base, qui sont à la fondation même de l'intelligence artificielle. Sinon, OK, il est libre de les faire. Mais dire que faire un travail artistique avec sens culturel, ça sera cette capacité de mettre des questions fondamentales. Alors, très bien. Je vais t'arrêter là parce que pardon. C'est Gabriel qui doit prendre la parole maintenant. Et je te remercie beaucoup, notamment par la distinction que tu fais à la fin. L'artiste qui s'en sert comme outil et l'artiste qui interroge le fondement même. On va en reparler, mais maintenant, remercions Gabriel qui, au pied levé, a accepté vers 14 h de remplacer Olga. Merci beaucoup, mon cher Gabriel. Vous connaissez Gabriel, qui est à la fois mathématicien, philosophe, auteur, comme il dit, et aussi qui fait aussi des images, notamment avec les fractales. Il a écrit récemment 2 livres, Mathématiques et frontières, et des discours contemporains à la lumière de Lacan. S'il y avait bien quelqu'un qui pouvait nous parler de la complexité, c'était lui. Et peut-être qu'il va nous rendre perplexes. Vas-y, Gabriel. Merci. Oui, voilà. Oui, je pourrais. Enfin, en mathématiques, il y a énormément de choses à dire sur la complexité. Bon, alors, comme je n'ai pas eu trop de temps, je vais faire une chose relativement simple. Hein. C'est juste que je pourrais appeler cette intervention, disons, quelque chose comme un problème simple de dénombrement qui arrive à des abîmes de complexité et de perplexité. Alors, il faut juste que je dise un mot pour la suite. C'est les mathématiciens, ils manipulent des nombres et l'ordre de grandeur des nombres. Alors, quand je dirais 10 puissance 10, par exemple, ça veut dire un 1 suivi de 10 zéros, c'est-à-dire 10 milliards. 10 puissance 10, donc c'est une manière plus rapide de dire 10 milliards. Et cette puissance 10, ça permet de manipuler des très grands nombres. Par exemple, 10 puissance 100, 10 puissance 100, c'est un 1 suivi de 100 zéros, c'est-à-dire 10 milliards, de 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 milliards. Voilà, alors ce nombre, il est appelé Gogol, et c'est l'appellation Google, ça vient de ça. Alors, mais ça, c'est encore rien. Ces nombres-là, évidemment, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Le nombre d'atomes dans l'univers, ce serait de l'ordre de 10 puissance 80. Le nombre de parties d'échecs, 10 puissance 120. Le nombre de parties de Go, 10 puissance 160. Mais il y a un auteur argentin qui a manipulé, enfin qui nous introduit à un nombre encore plus grand. C'est Georges. Alors, excusez-moi pour la prononciation, Jorge Luis Borges ou quelque chose comme ça, dans la bibliothèque de Babel, je pense que tout le monde connaît ça, et qui propose qui invente un univers que d'autres appellent la bibliothèque, comme dit Borges, qui est composé de cellules hexagonales, et puis, je cite Borges,
Chacun des murs de chaque hexagone porte 5 étagères. Chaque étagère comporte 32 livres, tous de même format. Chaque livre a 410 pages, chaque page 40 lignes et chaque ligne environ 80 caractères noirs. Alors, puis après, il dit le nombre, etc. Bon, la bibliothèque, le nombre de symboles voilà, la bibliothèque est totale, la bibliothèque est l'univers, elle contient tous les livres possibles et nous retrouvons donc un nombre absolument vertigineux qui serait, à comparer au nombre que je viens de vous citer, 10 puissance 2 milliards. Excusez-moi, 10 puissance 2 millions. Ça suffira. Hein. Donc, un nombre proprement colossal et que pourtant, à ouvrir un livre, vous avez sous les yeux, dans cette bibliothèque, il y a toutes les combinaisons possibles des lettres et donc il y a tous les livres possibles, tout ce qui peut être écrit, tout ce qui a été écrit, tout ce qui sera écrit, tout ce qui est possible d'exprimer dans toutes les langues. Et le narrateur, un bibliothécaire parmi d'autres, donne des exemples de ce qui est dans cette bibliothèque, tout, l'histoire minutieuse de l'avenir, les autobiographies des archanges, le catalogue fidèle de la bibliothèque, des milliers et des milliers de catalogues mensongers, la démonstration de la fausseté de ces catalogues, la démonstration de la fausseté du catalogue véritable, l'évangile gnostique de Basilique, le commentaire de cet évangile. Certes, il y a beaucoup de possibilités, alors ça c'était Bress, maintenant c'est moi, certes, il y a beaucoup de possibilités, on peut lire beaucoup de choses différentes dans un livre de 410 pages, mais ce n'est pas le plus petit paradoxe que de constater qu'on ne peut pas tout trouver. Et le narrateur, l'auteur peut-être, se trompe quand il dit que la bibliothèque contient son propre catalogue fidèle. Un tel catalogue devrait contenir au minimum, alors mettons 10 puissance 1 million de mots à raison d'un code à raison d'un code différent par livre. Or, un code s'écrit avec un alphabet de 24 caractères. Il faut réserver un espace pour séparer les différents codes, donc il a une certaine longueur. Bref, impossible de faire tenir tous ces codes dans un seul livre. Mais un calcul approximatif montre qu'un tel catalogue peut exister, et donc il existe réellement dans cette bibliothèque, réparti sur plusieurs livres. Plus précisément, l'ordre de grandeur de ce catalogue, qui contiendrait uniquement les codes de chaque livre de la façon la plus économique possible, est de 10 puissance 3 millions, mettons. Le nombre colossal, mais beaucoup plus petit que le nombre de livres dans la bibliothèque, qui est même négligeable devant ce nombre. On peut imaginer que chaque code de chaque livre soit accompagné d'un commentaire fidèle de 1000 caractères, disons, ce qui se passe aussitôt, cela ne change rien. Et le narrateur a raison donc d'imaginer des milliers et des milliers de catalogues mensongers. Et le vertige nous saisit à nouveau, car s'il est a priori une seule façon d'être fidèle, que dire des possibilités d'être mensonger? Les catalogues de la bibliothèque se confondent peu à peu avec la bibliothèque elle-même, et c'est un nouveau vertige, une nouvelle perplexité, si vous préférez, de penser que ce que j'écris à l'instant est déjà dans la bibliothèque, et la démonstration de la fausseté de ce que j'écris et la démonstration de sa véracité peut être perversement faussée ou entachée d'erreur. Il est difficile d'estimer la part d'ordre, la part utile de la bibliothèque, d'aller au-delà de dire qu'elle est infime. Comme le dit le narrateur, peut-être est-ce nous qui ne savons pas lire ce qui est écrit. Ce que nous appelons le hasard est peut-être une appellation par défaut, la mesure de notre ignorance, de notre désarroi. Peut-être Dieu est-il l'autre nom du hasard. L'univers est écrit avec des nombres, cela semble rassurer, ou du moins avec des chiffres. L'univers est chiffré. Nous passons d'un chiffrage à l'autre. L'instant où le chiffrage est correct, cela veut dire qu'il nous convient, qu'il nous conviendrait, nous justifierait dans cet instant, dans notre petit environnement, dans notre petite plage de temps. Il passe tellement vite. Sans doute, souvent, nous ne le voyons même pas. Des instants de grâce, des coïncidences troublantes, ou bien des révélations, des prises de conscience, des accidents, des rencontres, des souvenirs qui remontent, des restes de rêves. L'instant photographique, le visage d'une petite fille, Little Orphan Annie in Pittsburgh Institution, 1909, photographié par Lewis Hine. Voilà, alors j'ai trouvé une drôle
de résonance de cette considération de Georges Louis Borges. Il y a une drôle de résonance dans Proust lui-même, qui imagine un petit peu une expérience, enfin quelque chose un peu pareil, quoi, et qui dit mettez devant un piano pendant 6 mois quelqu'un qui ne connaît ni Wagner ni Beethoven, et laissez-le essayer toutes les touches, toutes les combinaisons de notes que le hasard lui fournira. Jamais de ce tapotage ne naîtront le thème du printemps de la Walkyrie ou la phrase pré-mendelssohnienne, ou plutôt infiniment sur-mendelssohnienne du 15e quatuor. Donc voilà, Proust, il en reste à des considérations très terre-à-terre, mais en même temps, il a tort. On imagine un singe devant un piano pendant suffisamment de temps, et ben c'est sûr qu'à la fin, il va produire le 15e quatuor. Mais il faudra attendre très longtemps. Jamais le hasard pour Proust ne produira ce que seul peut produire l'artiste. Somme toute, il est scientifique avec des accents positivistes quand il écrit, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un théorème qui dit qu'en deux triangles semblables, etc. Eh bien, je crois que cette géométrie est vraie aussi pour l'humanité. Et quand nous ne s'écartons pas d'un raisonnement juste, on trouve naturellement, avec la précision la plus subtile, ce que la vie contrôle ensuite à l'étonnement irréfléchi du lecteur informé. Voilà, alors je n'insiste pas, si vous voulez. On ne sait pas dans quel univers on est. On est dans un univers infiniment complexe, mais qui contient tout. Alors, si j'ai un petit peu de temps, je peux passer à autre chose. Comme tu veux, dit Gabriel. Voilà, parce que C'est époustouflant que pense- tu aies pu construire ça en 2 heures. Non, mais C'est c'est quelque chose que remarquable. j'avais écrit, que j'ai exhumé. Ah bon, mais c'est Enfin, époustouflant que tu donc, arrives à écrire des textes avant qu'on te demande de l'écrire. C'est encore plus fort. voilà, ben, j'ai été chercher ça dans la bibliothèque de Babel. Non, oui, alors c'est ce qui m'a fait penser aussi à cette complexité. Donc on voit là, avec des nombres finis, on voit un problème de complexité et de perplexité. Cette structure de la bibliothèque de Babel est infiniment complexe, elle plonge dans des abîmes de perplexité. Et curieusement, quand on passe à l'infini, eh ben, tout se simplifie. C'est-à-dire que les mathématiciens, ils se sont battus là pendant des siècles, disons, avec l'infini potentiel, enfin les philosophes, disons, enfin les penseurs, ils se sont battus avec l'infini pendant des siècles entre l'infini potentiel et l'infini actuel. Est-ce que vraiment l'infini actuel existe et tout ça? Et Cantor, il arrive et il donne un statut, disons, certain à l'infini actuel. Alors ça simplifie beaucoup les choses. Ça simplifie beaucoup les choses. Hein. Wittgenstein, là, il se bat avec l'infini potentiel et il donne des considérations très compliquées qu'on ne peut pas atteindre tel nombre et tout ça. Avec Cantor, tout est écrasé dans l'infini actuel. Mais ce qu'il y a de prodigieux avec ce qu'écrit Cantor, c'est que, disons il trouve après avoir donné un statut à l'infini actuel, donc à l'infini, disons, des nombres entiers, hein, eh ben, il s'aperçoit que l'infini ne s'arrête pas là et il invente les nombres transfinis. Et les nombres transfinis, eh ben, ça veut dire que ça continue. Il y a des infinis de plus en plus infinis. Et là, il imagine donc de nouveau une situation complexe, mais dans une perspective tout à fait qui peut remplir de complexité. Il oppose à cet infini, ces nombres transfinis, il oppose un infini absolu. Et cet infini absolu, eh ben, je cite un article qui parle de ça. Le transfini actuel, lui, est un infini créé. Et à l'opposé de l'infini absolu de Dieu qui ne peut ni croître ni décroître, il est capable d'augmentation tout actuel qu'il soit.
C'est par là même qu'il se distingue de l'absolu créé. Mais aux yeux de Cantor, cette distinction le fut beaucoup moins pour d'autres qui ont confondu les deux formes d'infini actuel. C'est-à-dire que l'absolu est unique, le transfini ne l'est pas. Bien au contraire, car il peut se réaliser de mille et une façons différentes, aussi bien abstraitement que concrètement. L'infini actuel créé peut en effet exister in abstracto comme quantité mathématique. Bon, enfin bref, j'abrège. Si vous voulez, il trouve au bout de, comme on trouve l'ensemble des nombres entiers comme infini actuel qui clôt la succession infinie des nombres entiers, ben lui, il trouve, enfin, clôt l'infinité des infinis. Et cet infini absolu, pour lui, eh ben, c'est Dieu. Alors, il est là, mais en même temps, il n'est pas là. Alors, ça devrait vous plonger dans une grande perplexité. Voilà, et j'en resterai là. Magnifique, magnifique, hein. Vraiment, qui a des questions à poser? Je vois que Bernard fait des gestes. Bernard, non? Qui veut poser une question? Non, je trouvais juste ça très intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Léon, non? Suzette, Oui, je pourrais poser une question. vas-y, Léon. Gabriel, cette situation-là que pose Borges, donc dans certains formats des bouquins, donc je ne sais pas combien de pages, combien de caractères par page, etc., avec 23 variations par caractère, etc. Si on multiplie tout ça, ça nous donne un nombre très, 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 très grand, mais fini. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, oui, on peut compter, effectivement, et c'est sûr que ça contient tout, mais en même temps, non. Enfin, ça contient tout, mais c'est indéchiffrable. Et en fait, c'est une image de l'univers. Enfin, je veux dire, on est devant quelque chose d'indéchiffrable, mais on voit des petites choses, on voit apparaître des petites choses. Et c'est la place du hasard, quoi. C'est c'est la place du hasard. Peut-être l'humanité est apparue dans un complet hasard. Peut-être qu'on est dans une complexité infinie et voilà, on surgit d'une complexité et pour le coup, on est dans une grande perplexité. Autre question? Oui, je voudrais demander à Gabriel s'il connaît Jorge-Luis Borges. Jorge-Luis Borges, c'est un Argentin qui a écrit un texte, un conte, qui s'appelle Bibliothèque de Babel. Et je voulais juste faire une comparaison. Parfois, on arrive aux mêmes conclusions que la science par l'art, par la philosophie, par la littérature. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'il parlait dans sa bibliothèque de Babel qu'il y aurait une combinaison possible de 1 312 000 caractères avec des lettres minuscules, espace, virgule. Et donc, avec ça, on pourrait écrire tous les livres du monde. Oui, c'est ça, mais non, je parlais de la bibliothèque de Babel, hein, je parlais de cette nouvelle de Borges hein, dans le recueil fiction, oui. Oui, oui, c'est exactement ça. Il y a il y a des variations hein, sur cette situation. Il y a, il y a un auteur anglais, je crois, qui a imaginé des singes posés devant des machines à écrire et qui écrivent au hasard. Et puis, ben, voilà, ils écrivent au hasard, mais un jour, ils vont écrire le sommet de Shakespeare ou quelque chose comme ça. J'ai lu un conte humoristique. Là, c'est un milliardaire, il ne sait pas quoi faire.
il réalise cette expérience, quoi, et il installe 200 singes, là, devant 200 machines à écrire, et puis je vois les singes qui commencent à écrire Hamlet, et puis l'autre, il écrit l'Encyclopédia Universalis. Enfin, voilà, c'est... Et les variations Goldberg. Voilà, c'est ça. Et on peut imaginer ensuite le singe devant le piano qui est ta, 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 ta. Mais on n'est pas comme ça, on est dans la perplexité. C'est très difficile de trouver le sens, quoi. C'est très difficile de déchiffrer le sens. Enfin, même quand on a trouvé, c'est difficile de déchiffrer. Il y a peut-être des tas de choses qui nous échappent, quoi. Enfin, il y a plein de choses qui nous échappent. Excellent. Encore une question? Alors, une affirmation. J'affirme que c'était très bien. Et non, c'est vrai que tu prennes le relais comme ça. C'était vraiment très bien. Ça nous donne envie de poursuivre et de poursuivre sur cette idée de complexité. Si on avait plus de temps, je t'interrogerais sur les nombres complexes, qui est, à mon avis, la première marche en mathématiques, mais j'ai jamais été au-delà de cette première marche. Donc, Ah oui, ben non, justement, sur les nombres complexes, il n'y a rien, enfin, il y a rien de plus simple. La construction des nombres complexes, c'est très facile, ça tient en rien. Par contre, les nombres réels, là, alors là, les nombres réels, c'est terrible, terrible. On n'aurait pas dû inventer ça, c'est trop compliqué, quoi, c'est trop complexe. tu sais que dans la deuxième table ronde, on va terminer, je crois, par un psychanalyste qui va certainement nous parler du complexe et du réel. Ah oui, Et c'est ça, le réel, oui, oui, voilà, oui. à savoir Michel. Oui, oui, bah Oui, effectivement, là, en mathématiques, il y a le complexe et l'imaginaire, enfin, le réel et l'imaginaire, qui sont les deux parties oui, du complexe. oui, oui, exactement. Et je vous rappelle donc le titre du livre de Gabriel Baudran sur les mathématiques et les frontières, hein. Lisez-le, c'est un très beau livre. Et en plus, il est pas, c'est un livre, le nombre de pages est relativement réduit. Et après, vous aurez envie de lire son livre Des discours contemporains à la lumière de Lacan. Et je trouve ça intéressant qu'un des participants ait travaillé à la fois sur les mathématiques et sur Lacan. Alors on va, après avoir remercié tout le monde, tous les 4 participants qui pourront bien sûr réintervenir pour à la table ronde numéro 2,